proposer une troisième séance dans notre petite série autour de grands textes. Je devrais aujourd'hui m'arrêter un petit peu plus tôt que le temps prévu, donc je ne peux pas aller jusqu'à 20 heures. Je verrai si on peut prolonger une autre séance ou prévoir un complément. Je devrais m'arrêter vers 19h15. D'ailleurs, je sors 19h15, en tout cas un peu avant 19h30 en tout cas. Comment? Vous avez un peu plus de vacances, c'est ça? Je croyais que vous protestiez parce que c'était trop court. Ah non. Vous avez l'air plutôt content que ça se termine plus tôt, donc je ne sais pas comment je dois le prendre, mais disons bien. Il fait beau, c'est vrai. On peut aller faire court devant Notre-Dame, si vous voulez, plutôt d'ailleurs. Enfin, voilà, donc je devrais m'arrêter vers 19h15, 19h20, que certains vont le regretter, d'autres vont se réjouir, mais c'est ma contrainte du moment. Voilà. Voilà. Et donc, sauf s'il y a des questions sur les deux dernières séances, je vous propose d'entrer en matière. Bah, vous y êtes. Donc, sauf s'il y a des questions sur les deux séances précédentes, je vais vous proposer aujourd'hui un troisième parcours autour d'un grand texte, mais que je vais prendre par un angle un peu particulier pour rejoindre aussi notre sujet, notre ligne de réflexion dans le cadre de notre travail sur la philosophie à l'hôpital. Donc, le parcours, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc on va entrer directement dans ce troisième parcours. Ce que je voudrais vous proposer, c'est un parcours autour, comme le dit le syllabus, autour d'un des livres les plus connus de philosophie de la médecine, mais qui va d'ailleurs bien au-delà, hein, disons, d'un grand livre de philosophie tout court, je dirais, ou plutôt, disons, de philosophie de la médecine, mais si on entend par philosophie de la médecine, non pas une philosophie déjà constituée qui prend un objet particulier extérieur à elle qui serait la médecine, mais plutôt une philosophie de la médecine au sens où la médecine est pour elle le point de départ de toute la philosophie. Même, je dirais, la seule philosophie qui est vraiment en ce sens une vraie philosophie de la médecine. On dit parfois qu'il y a des philosophies du langage ou des philosophies de l'histoire. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est des philosophies qui prennent le langage ou l'histoire comme le principe à travers lesquels regarder toute la philosophie. Quand on dit que la philosophie de Hegel est une philosophie de l'histoire, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une philosophie qui a pris l'histoire comme prisme, comme angle pour tous les problèmes de la philosophie. On ne dit pas que c'est une philosophie qui a parlé de l'histoire, elles ont toutes parlé de l'histoire. Et quand on parle des philosophies de l'histoire, c'est des philosophies qui ont fait de l'histoire le problème premier, principiel, global, pour traiter des problèmes qui en apparence n'ont rien à voir avec l'histoire, qu'il s'agisse du sens de la vie humaine ou d'ailleurs de tous les problèmes de la métaphysique, etc. Eh bien, je pense que la philosophie dont on va parler aujourd'hui, c'est une, sinon la philosophie qui a pris en ce sens la médecine. La médecine n'est pas pour cette philosophie un objet extérieur au sens d'un objet d'application, comme on parle parfois de philosophie appliquée ou d'éthique appliquée. Hein. Ce n'est pas une philosophie qui serait constituée, par exemple, sur autre chose, sur une métaphysique, et qui dirait, tiens, je vais appliquer ça à la médecine. C'est une philosophie qui prend la médecine comme objet premier et qui cherche à comprendre tous les problèmes philosophiques à partir de la médecine entendue d'un certain point de vue. Et c'est ce qui fait son importance au cœur du XXe siècle. Hein, et je pense que c'est, à vrai dire, peut-être la seule qui peut répondre à cette définition forte de l'expression philosophie de la médecine. Expression forte au sens que je viens de dire, c'est-à-dire au sens où on parle de philosophie du langage, ou de philosophie de l'histoire, ou de philosophie de la vie aussi d'ailleurs. C'est-à-dire des gens pour qui la vie, l'histoire, le langage sont des catégories d'ensemble. Donc cette philosophie, c'est la philosophie proposée par Georges Canguilhem. Son nom est dans le syllabus, je ne sais pas si on peut faire là-dessus, je ne pense pas, mais si vous voulez que, même là-dessus, bon c'est un peu loin. Donc vous voyez comment s'écrit Canguilhem, C-A-N-G-U-I-L-H-E-M, que lui-même probablement prononçait plutôt Canguilhem, hein, parce que c'est Castelnaudary, dans le sud-ouest, hein, mais je le prononcerai Canguilhem. Hein.
en parisien du 15e arrondissement. Donc, je ne vais pas essayer de faire semblant. Mais il y a beaucoup de gens qui disent Canguilhem, donc soyez pas surpris, c'est bien le même. C'est bien le même. Et donc, ce que je voudrais, c'est justement prendre pour appui aujourd'hui la philosophie de Canguilhem, mais justement en montrant autour d'un problème, de son problème central, initial, comment ce problème rejoint justement tous les problèmes de la philosophie. Enfin, je n'aurai peut-être pas le temps de montrer pour tous les problèmes de la philosophie, mais en tout cas rejoint des problèmes dont on ne pense pas forcément a priori qu'elle peut les traiter, et notamment celui qui fait l'objet de notre parcours transversal, celui des institutions sociales du soin et celui même, en un sens, de l'hôpital. Même s'il parle assez peu de l'hôpital. Le philosophe de la médecine parle assez peu de l'hôpital, mais nous a les moyens de penser l'hôpital. Il ne se contente pas justement de penser ce qui est souvent associé à son nom, qui est la relation clinique, la relation individuelle entre le médecin et le malade. Entre le médecin et le malade, tous les deux individuels d'ailleurs. Le malade est individuel, mais le médecin aussi. Canguilhem a réfléchi au fait que, on va y revenir dans un instant, que le malade est un tout individuel, mais aussi au fait que la relation individualise aussi le médecin et que ça n'est pas seulement un tour de langage qui fait que le malade parle du médecin quand ça se passe bien, en un sens, en disant mon médecin. La relation est toujours singulière dans les deux sens. Mais ce que je voudrais étudier aujourd'hui, c'est, ça n'est pas fait assez souvent, c'est comment le problème central de Canguilhem s'étend donc à des problèmes qui peuvent paraître éloignés, pour avoir une portée d'ensemble. Et donc plus précisément, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est comprendre comment l'analyse de la normalité, plutôt du normal et du pathologique, que Canguilhem nous livre dans son grand livre fondateur, qui est une thèse de médecine, un philosophe qui est lui-même devenu médecin d'ailleurs. Il est devenu philosophe de la médecine, mais il n'est pas seulement devenu philosophe de la médecine, il est devenu un philosophe médecin. Canguilhem est quelqu'un qui a commencé par la voie royale en philosophie, l'école normale, puis l'agrégation de philosophie, il aurait la même promotion que Sartre. D'ailleurs, il est le grand contemporain de Sartre. Enfin, il y a quelques grands contemporains de Sartre, dont Canguilhem. Et simplement, au cours des années 30, sa conversion, entre guillemets, n'est pas précisément datable, même si aujourd'hui, ses œuvres complètes sont en train d'être publiées avec ses écrits de jeunesse. Il s'est engagé dans la médecine et il est devenu médecin. Et au moment où est survenue la Seconde Guerre mondiale, il était à la fois professeur de philosophie et médecin, et il s'est engagé dans la résistance, au fond, sous ce double titre, d'ailleurs, aussi, en un sens, puisque le seul moment où il a pratiqué la médecine, il dit à ses biographes, il a été interviewé sur la fin de sa vie par deux chercheurs qui voulaient écrire sur sa vie, il a dit à ses biographes que le seul moment où il avait vraiment pratiqué la médecine, parce que sinon il s'était engagé dans des études de médecine essentiellement pour avoir une pratique concrète de son objet d'étude philosophique, enfin avoir une sorte d'expérience de terrain. Il n'est jamais vraiment devenu médecin, il est toujours resté professeur de philosophie, il est même devenu inspecteur général, professeur à la Sorbonne, puis inspecteur général, etc. Donc il a marqué toute une génération, mais le seul moment où il a pratiqué la médecine, c'est dans le maquis, en réalité, pour soigner des camarades résistants blessés. Il s'est engagé dans la résistance, mais il s'y est aussi engagé en tant que philosophe, puisque l'une des phrases les plus célèbres de Canguilhem, c'est quand il est allé voir son recteur, le recteur de Clermont-Ferrand. Il enseignait à la faculté de Strasbourg, mais qui était replié à Clermont-Ferrand pendant après l'occupation de l'Alsace. Et il a dit au recteur de la faculté, c'est un mot célèbre, « Je n'ai pas passé l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie ». Donc ça, c'est l'esprit de résistance de Canguilhem. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. C'est évidemment, à tous égards, un philosophe crucial du XXe siècle en France. Et donc ce sur quoi je vais me concentrer, ce n'est pas sur l'ensemble de ce parcours, c'est plutôt élargir l'objet donc de son premier livre, qui est donc une thèse de médecine. C'est ça qui m'a fait faire cette petite digression biographique. Une thèse de médecine qu'il soutient en 1943, donc en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, partie des grands livres publiés en 1943.
comme L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, justement, ou la première thèse de Maurice Merleau-Ponty, ou quelques autres, hein, qu'on pourrait citer. Bon, c'est un moment crucial dans le XXe siècle philosophique français. Et le livre que publie Canguilhem s'intitule très précisément « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, qui aujourd'hui est abrégé par Canguilhem lui-même dans la 2e édition, 20 ans plus tard. Hein, il l'a lui-même intitulé 20 ans après, dans une annexe que je commenterai tout à l'heure. Il l'a lui-même abrégé, évidemment, et maintenant, aujourd'hui, on dit le normal et le pathologique. Mais le titre initial, ça n'est pas le normal et le pathologique. C'est essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Et donc, ce que je voudrais montrer est assez simple. En fait, je voudrais montrer que dans ce livre, Canguilhem ne se contente pas de transformer fondamentalement, profondément, notre conception du normal et du pathologique, je dirais, organique ou physique. C'est son objet premier. Son objet premier, c'est de produire une critique des concepts traditionnels de normes et de normalité dans la médecine, c'est-à-dire d'abord dans la médecine organique, ou plutôt, comme il dit, en s'inspirant de Claude Bernard, dans la médecine physiologique, c'est-à-dire dans ce qui a trait au corps, à l'organisme. Et c'est dans ce domaine que Canguilhem produit d'abord une révolution fondamentale. Il cherche un renversement radical du concept même du normal et du pathologique. C'est pour ça que ce livre est resté célèbre et qu'il est redevenu crucial aujourd'hui. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que, et c'était un peu le sens du sous-titre de la séance d'aujourd'hui, mais je vais ajouter une étape de plus dans le parcours, c'est que, contrairement à ce qu'on croit souvent, cette conception ne se limite pas à la médecine, j'allais dire, du corps, à la conception philosophique de l'organisme, à la norme corporelle, hein, disons censée être vitale, physiologique, de l'organisme individuel, disons, tel qu'il est saisi d'ailleurs par la médecine, par la médecine au sens de la médecine corporelle. Il y a en fait deux autres dimensions que Canguilhem traite plus ou moins explicitement, de plus en plus explicitement. C'est d'abord la dimension psychique, et il y a une conception de la normalité, je vais bientôt devoir abandonner ce terme-là, de la norme, en disant psychique en tout cas, qui est très importante dans le livre déjà en 1943. Et il y a déjà en 1943, mais encore plus dans la 2e édition, donc en 1966, quand Canguilhem ajoute à son livre 3 chapitres sous le signe 20 ans après, maintenant dans l'édition que vous trouverez aux Presses universitaires de France, le normal et pathologique, vous allez trouver le texte de 1943, plus 3 chapitres, sous le signe 20 ans après. Et ces 3 chapitres concernent l'extension de la philosophie de Canguilhem, de la norme, du normal et de la normale, leur extension à ces deux domaines que sont le psychique et le social. D'où le titre de la séance d'aujourd'hui, d'ailleurs, du vital au social. Même si le titre du premier des 3 ajouts de Canguilhem à sa thèse, c'est l'inverse, c'est du social au vital. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi, lui, il formule les choses justement dans un sens un peu paradoxal, dans une sorte de retour philosophique des normes sociales aux normes vitales. De façon très particulière et très polémique à l'époque, en 1966. Il faut savoir qu'en 1966, le philosophe qui alors commence à dominer la philosophie de la médecine, ça n'est déjà plus Canguilhem, mais c'est le plus grand élève de Canguilhem. Le plus grand disciple, mais aussi donc le plus grand critique, en un certain sens, toujours en philosophie. Hein, les enfants sont aussi des parricides. Hein, il y a des parricides et encore plus fréquents en philosophie qu'ailleurs. Hein. D'ailleurs, le meurtre du père est très très important en philosophie. Bon, Platon l'avait déjà compris avant beaucoup d'autres. Donc, mais dans le cas de la relation
que je vais évoquer là, c'est parfois oublié parce qu'ils ont été par ailleurs, ils ont eu des ennemis communs. C'est-à-dire que Canguilhem et son principal disciple, c'est peut-être de qui je vais parler, ont eu des ennemis communs. Et donc, au nom de combats communs, on a souvent cru qu'ils étaient d'accord sur tout. Or, en fait, ils sont pas si d'accord que ça, voire même pas d'accord du tout. Et en 1966, finalement, l'interlocuteur principal de Canguilhem, implicitement, c'est son disciple, c'est-à-dire c'est Michel Foucault. Michel Foucault, qui en 1963, d'abord a publié sa thèse en 1961, thèse qu'il a faite sous la direction de Canguilhem, qui s'intitule évidemment Histoire de la folie. Histoire de la folie à l'âge classique, thèse donc dirigée par Canguilhem, dont je dirai un petit mot, puisque je vais te parler de la normalité psychique et de la folie aujourd'hui, mais ce n'est pas là que se situe le principal du débat. Le principal du débat se situe pour Canguilhem avec le livre publié par Foucault en 1963 et qui s'intitulait Naissance de la clinique. Naissance de la clinique, suivi d'ailleurs en 1966, donc toujours cette année 66, du livre le plus célèbre de Michel Foucault, Les mots et les choses. Donc il y a là un enjeu historique très, très particulier, entre un changement d'époque très très rapide, puisque vous voyez qu'au fond, en 1943, en pleine guerre, il y a Canguilhem et Sartre et Merleau-Ponty. 20 ans après, il y a déjà une sorte de passage de relais très, très rapide et une rupture en fait très, très radicale. Et mon objet, ça ne va pas être vraiment, enfin je vais en parler, mais il faut en parler dans la discussion aussi, ça ne va pas être cette relation entre Canguilhem et Foucault, mais avant tout la philosophie de Canguilhem pour elle-même. Il y a une sorte de risque quand on relie Canguilhem à Foucault, c'est de lire Canguilhem à travers Foucault. Si on ne pouvait pas le lire pour lui-même, il faut aussi le lire pour lui-même. C'est une philosophie à part entière, intégrale, etc. Donc mon objet, ça va être d'essayer de montrer rapidement comment le déplacement très profond que Canguilhem fait subir à la notion de norme dans le domaine organique, dans le domaine physiologique, s'étend aussi au domaine psychique et politique, psychique et social. Et à ce qu'il appelle la vie humaine, c'est-à-dire la spécificité humaine qui est aussi le psychique, et les institutions sociales. Et cet enjeu est présent de manière tout à fait manifeste dans les trois annexes du 20 ans après. Le but de Canguilhem dans ces trois annexes, il ne le dit pas aussi clairement, mais c'est de cela qu'il s'agit, c'est d'étendre sa philosophie de la vie, disons, sa philosophie de la médecine, à toute l'existence humaine, à travers le psychique et le social. En trois petits chapitres, mais néanmoins de façon très, très forte. Et je m'appuierai sur ces chapitres, sur le premier surtout, celui qui est intitulé du social au vital, pour ce qui est de l'extension sociale de la philosophie vitale de Canguilhem, l'extension sociale de la philosophie du normal et du pathologique. C'est un point très peu étudié, mais très très important. Et c'est c'est dans ce premier chapitre du social au vital que je rapporterai à un autre texte très important dans un article complémentaire, disons, de la même période. C'est là qu'on peut voir comment on peut avoir une philosophie canguilhémienne, je dirais, de l'hôpital. Qu'est-ce que l'hôpital pour quelqu'un comme Canguilhem? L'hôpital fait partie non seulement des dispositifs techniques du soin, mais des dispositifs sociaux du soin. On ne peut pas comprendre l'hôpital seulement comme on peut comprendre, je dirais, le stéthoscope ou l'aspirine. L'hôpital n'est pas seulement un instrument technique, mais une institution sociale. Et donc, entre l'instrument et l'institution, il y a évidemment une dimension de plus qui s'ajoute. Donc, comment est-ce qu'à partir de Canguilhem, on peut penser, parce que je vais vous expliquer dans un instant comment il explique le détour technique et scientifique dans la pratique médicale, mais il n'y a pas seulement un détour technique et scientifique dans la pratique médicale, ou une médiation technique,
Il y a aussi une médiation sociale, c'est-à-dire institutionnelle, pas seulement l'instrument technique, mais l'institution sociale. Et même si Canguilhem ne mentionne pas l'hôpital, il est certain qu'un des objets auxquels peut s'appliquer sa philosophie de l'institution sociale dans la première annexe du normal et du pathologique, c'est l'hôpital. Ne serait-ce que pour répondre à Michel Foucault, qui avait pensé justement déjà dans l'histoire de la folie et dans la naissance de la clinique, le rôle de l'hôpital. Même si c'est surtout après que Michel Foucault a pensé l'hôpital comme institution disciplinaire, etc. Il y a déjà ce débat implicitement en creux dans ce texte de Canguilhem sur l'extension du vital au social. Donc, je m'appuierai sur ce texte. En revanche, pour l'extension psychique de la philosophie canguilhémienne du soin physique, l'extension qui est fondamentale aussi, je m'appuierai moins sur les annexes que sur le texte de 43 lui-même. Dans les annexes, enfin les annexes, je ne sais pas si il faut dire des annexes, disons dans le supplément, dans le texte ajouté 20 ans après, le texte sur le psychique, c'est le deuxième. D'ailleurs, bizarrement intitulé « Sur les normes organiques chez l'homme ». Ça peut donner lieu à un malentendu, parce que donc, le titre de la deuxième annexe, c'est « Sur les normes organiques chez l'homme », mais il faut bien voir qu'il s'agit de l'homme comme être psychique autant que physique. Donc, c'est que deviennent les normes organiques chez l'homme comme être psychique. Et au fond, ce que Canguilhem étudie dans ce texte, c'est un nouveau concept. Et comme je ne vais pas en parler plus, je ne fais que l'indiquer si ça vous intéresse de vous y reporter. Hein. C'est un nouveau concept qui apparaît dans ces années-là dans le champ de la médecine. C'est un concept qui aujourd'hui est passé même dans la langue courante, mais à l'époque c'est un concept nouveau, c'est un concept scientifique nouveau, c'est le concept de stress. Et donc Canguilhem s'intéresse à la manière dont, chez un certain nombre de psychophysiologues, le stress est devenu un concept scientifique pour désigner une sorte d'expérience normative chez l'humain, une sorte de mise à l'épreuve psychique, une sorte de transposition psychique ou psychophysiologique de la normalité ou de l'anormalité physique. Donc, bon, il s'intéresse à cette question, qui à l'époque était très nouvelle, donc ça peut paraître évident, hein, je suis stressé. Au fond, c'était à l'époque, je vous en prie. Mais c'était à l'époque très nouveau. Mais ce n'est pas sur ce texte-là, finalement, que je vais m'appuyer pour étudier l'extension psychique de la théorie canguilhémienne des normes physiques. Ce sur quoi je vais m'appuyer, c'est plutôt sur un autre passage, parce qu'en réalité, on va voir dans ce passage que le psychique, bien loin d'être seulement une conséquence, un développement de la philosophie de la norme physique, en était aussi à l'origine. Au fond, Canguilhem emprunte sa philosophie des normes à plusieurs sources. Son renversement de la conception de la maladie dans le domaine physique, son renversement de la conception du normal et du pathologique dans le domaine physique, il l'emprunte à plusieurs sources, mais l'une de ces sources est psychiatrique. Et au fond, c'est à certains psychiatres qu'il va emprunter son renouvellement du concept de maladie en général. Donc, ce n'est pas seulement une application, si vous voulez. Dans le domaine social, c'est vraiment une application, c'est une conséquence, un développement. Que devient la conception canguilhémienne du normal et du pathologique dans le domaine social? C'est vraiment un développement nouveau. Dans le domaine psychique, ça n'est pas seulement une conséquence, c'est une origine. C'est-à-dire que l'une des sources importantes sur lesquelles Canguilhem s'appuie pour son renouvellement du concept de norme et de maladie, c'est une certaine psychiatrie des années 30 et suivantes d'ailleurs. Et donc c'est très important, en fait, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est très important de se reporter à cette conception de la folie, de la psychopathologie, parce que c'est aussi une des origines du renversement canguilhémien de la conception de la maladie en général. Donc je me rapporterai plutôt au passage du premier chapitre de la deuxième partie du livre,
dans sa version originelle de 1943, pour comprendre comment Canguilhem va chercher en psychiatrie ce concept du pathologique qu'il va étendre partout. Et je me rapporterai, je vais d'expliquer un texte d'un des auteurs que Canguilhem cite, sur lesquels il s'appuie, un auteur fondamental et peu oublié, mais que Canguilhem avait évidemment bien perçu comme central, et dont je citerai donc un passage. Donc finalement, voilà un peu le plan que je vais suivre là maintenant dans ce qui suit. Dans un premier temps, je vais revenir sur le renversement canguilhémien de la conception de la norme dans le domaine organique, dans le domaine du corps, si on veut, le domaine médical en général. Quelle est finalement la thèse centrale de la thèse de Canguilhem, c'est-à-dire ce renversement de la conception du normal et du pathologique, qui, sur ce point très précis, change tout partout, en quelque sorte, donc tout le domaine de la philosophie, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une philosophie de la médecine au sens faible, mais au sens fort, pas au sens local, mais au sens général. Ça change tout, partout. C'est la thèse qui n'est pas sectorielle. Ça doit changer quelque chose à toute notre conception de la vie, et ça le fait d'ailleurs. C'est le cas. Dans un deuxième temps, je viendrai au psychique, et dans un troisième temps, au social. Donc, disons, quand même repartir de l'organique, la révolution opérée par Canguilhem, voir cette extension qui est en fait une origine au domaine psychologique, psychique, et puis ensuite la question sociale qui est très importante, parce que c'est là qu'encore une fois, on a besoin de cette extension sociale pour comprendre une institution comme l'hôpital. C'est-à-dire que, comme on va le voir, le premier point sur le normal et le pathologique dans le domaine vital va nous amener plutôt à ce qui est resté, comme je disais tout à l'heure, central chez Canguilhem, c'est-à-dire la relation clinique individuelle. Mais si on s'en tient à la relation clinique individuelle, et c'est une des objections très souvent faites à Canguilhem, d'abord par Foucault justement, si on s'en tient à la relation clinique individuelle, comment est-ce qu'on peut penser un soin qui n'est plus seulement individuel? Comment est-ce qu'on peut penser des dispositifs sociaux de soins, une médecine qui n'est pas seulement un colloque singulier? Si vous ouvrez La naissance de la clinique de Michel Foucault, mais j'aurais dû la porter, mais peu importe. Si vous ouvrez ce livre de Michel Foucault en 1963, vous verrez qu'il s'ouvre dans ses premières pages sur une ironie féroce à l'égard du colloque singulier, à l'égard de la relation individuelle. Pour lui, la relation individuelle, c'est un mythe, un fantasme. D'ailleurs, un fantasme, au sens, à un moment, il ironise en disant un fantasme vaguement érotisé, dit-il. La rencontre singulière du médecin et du malade, il dit c'est un fantasme vaguement érotisé, ça, la relation du médecin et du malade. La réalité de la médecine, dit-il, ça n'est pas la relation individuelle, c'est la norme sociale. C'est l'histoire des savoirs, l'histoire des institutions sociales. Et l'a priori caché de la relation individuelle, c'est l'institution sociale. Donc, si vous voulez, l'hôpital n'est pas chez Foucault une sorte de cadre construit pour la relation singulière, c'est plutôt le fondement caché de toutes les relations singulières qui sont illusoires. C'est-à-dire qu'au fond, on croit que la médecine, c'est le médecin. La médecine, ce n'est pas le médecin. La médecine, c'est l'institution. C'est le système de soins, avec son dispositif de savoir scientifique et d'institutions politiques. C'est la vérité de la médecine. Et donc, l'introduction de la naissance de la clinique est extrêmement violente à l'égard de la relation singulière, à la relation clinique elle-même. De telle sorte, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire qu'en réalité, la thèse de Foucault sur la naissance de la clinique, c'est une thèse qui prononce l'arrêt de mort de la clinique. C'est pas le titre du livre est totalement ironique. Il faut étudier la naissance de la clinique. Et en réalité, comme ce qu'on trouve quand on cherche la naissance de la clinique, c'est l'institution, et non pas la clinique comme relation individuelle. En réalité, La naissance de la clinique est un livre qui cherche à adresser l'arrêt de mort de la clinique et donc une sorte de critique de Canguilhem. Donc tout ça pour dire que très souvent, ce qu'on reproche à Canguilhem, c'est de s'en tenir à la relation individuelle sans être capable de penser l'institution sociale de la médecine. Or, justement, il est capable de penser cette extension, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est vrai que le premier
objectif de Canguilhem, c'est de remettre au centre de la médecine la relation individuelle du médecin et du malade. L'une des questions qu'on doit lui poser, c'est comment, à partir de cette relation, et sans la trahir, peut-on penser les institutions sociales du soin, par exemple l'hôpital. Peut-il y avoir une philosophie canguilhémienne de l'hôpital? La réponse que je vais vous proposer aujourd'hui, d'esquisser simplement, c'est évidemment oui. Ce n'est pas seulement, il ne faut pas choisir, au fond, ce serait terrifiant qu'on doive choisir entre Canguilhem et Foucault, c'est-à-dire, au fond, choisir entre une relation clinique individuelle ou entre une critique sociale de la médecine. Donc, ce serait terrifiant parce que d'un côté, vous auriez une relation individuelle, mais vous ne pourriez pas penser la pratique sociale de la médecine. D'un autre côté, vous auriez une pensée de la pratique sociale de la médecine, mais vous ne pourriez plus penser la relation individuelle, sauf comme illusoire ou comme mythe, comme illusion ou comme mythe. Et ce débat-là n'est pas fini. Il y a évidemment des sociologues de la santé qui pensent que la relation individuelle est un mythe moral, une sorte d'illusion moralisante, un peu comme Foucault, c'était érotisant mais aussi moralisant. Et vous avez des philosophes de l'accompagnement médical qui pensent que l'institution sociale est une barbarie. Donc entre ceux qui pensent que la relation clinique est un mythe moralisant et ceux qui pensent que l'institution sociale est un pouvoir barbare, il faut pouvoir dépasser cette antinomie. Et Canguilhem nous permet de dépasser cette antinomie. Il ne pense pas du tout que la relation clinique est un colloque idéal, moral, purement détaché du monde. Pas du tout. Il se déploie en une philosophie, y compris sociale et politique, tout à fait puissante. Donc, vous voyez bien, ce débat-là, il n'est pas fini. Hein. Ces deux positions que je viens de décrire, elles existent. Hein. Les gens qui pensent que l'institution sociale est barbare ou que la relation individuelle est illusoire. C'est vraiment le combat qui n'est pas du tout fini, surtout en France, encore très très violent, même à certains égards. Une lecture complète de Canguilhem nous permet de le dépasser. Donc d'abord, premier point, c'est juste un rappel finalement, mais c'est quand même évidemment indispensable. Premier point, quelle est la révolution opérée par Canguilhem dans le concept du normal et du pathologique, et comment renvoie-t-elle à une nouvelle philosophie de la médecine, et à mettre au cœur de la médecine la relation individuelle. Le livre de Canguilhem est divisé en deux parties. Et la simple division en deux parties indique sa thèse fondamentale. Et je dirais même le seul titre de la première partie. Je vous cite le titre de cette première partie, et vous verrez qu'au fond, il donne toute la thèse de Canguilhem est contenue dans ce titre, un titre qui est d'ailleurs très curieux pour un titre, parce que c'est une question un peu longue. Donc je cite ce titre. L'état pathologique, c'est le titre de la première partie du livre de 43. L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état normal? L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état normal? C'est le titre de la première partie. Et le titre de la deuxième partie, je vous le cite tout de suite, il est important aussi. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? Donc deux questions. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? Bon, ouais, essayer de résumer la réponse à ces deux questions, finalement. Alors, la première question, elle donne toute la thèse de Canguilhem, donc vous voyez bien, bon, c'était un prof de philo, donc il savait donner des sujets de philo, hein, des sujets de dissertation à ses élèves. Hein. Il en a donné beaucoup. Et cette première question, évidemment, elle est orientée. L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état normal? Évidemment, la réponse appelée par cette question, et qui va prendre toute la première partie pour se justifier, c'est non. L'état pathologique n'est pas une simple modification quantitative de l'état normal. Et si ça n'est pas une simple modification quantitative,
Qu'est-ce que c'est? En quoi ça change tout? C'est ça l'objet du livre. Et d'ailleurs, si on entend bien, l'audace est beaucoup plus grande dans la deuxième question. Je vais peut-être livrer le secret tout de suite. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? C'est le titre de la deuxième partie. Hein. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? Et l'audace de Canguilhem, conformément à sa première partie, c'est de répondre, là aussi, non. Il n'y a pas de sciences du normal et du pathologique. Il y a une thèse de médecine qui nous dit qu'il n'y a pas de sciences du normal et du pathologique. Il ne le dit pas aussi clairement, enfin si, il le dit très clairement, d'ailleurs c'est dans la dernière page du dernier chapitre, mais quand même, c'est moins évident dans la question. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? La réponse est moins présente dans la question. Hein. Dans la première question, c'est quasiment évident. Parce qu'il y a le ne que. L'état pathologique n'est-il que? Alors, on comprend tout de suite que, oui, non, la réponse ne va pas être oui. Par contre, pour la deuxième question, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus caché, mais c'est tout aussi clair. Donc les deux questions sont très liées. La thèse de Canguilhem, c'est donc qu'on ne peut jamais distinguer le pathologique du normal uniquement par une variation de quantité. On ne peut jamais distinguer le pathologique du normal uniquement par une variation de quantité. Certes, c'est souvent une sorte de critère supplémentaire, hein, mais tous les philosophes, et Canguilhem en étudie 3 successivement, enfin il étudie des médecins et des philosophes, hein, il en étudie 3, hein, Broussais, Bichat et Auguste Comte, hein, et Claude Bernard, en fait 4, enfin, disons 3 essentiellement. Tous les médecins philosophes qui ont pensé que le pathologique pouvait se distinguer du normal uniquement par une variation de quantité n'y sont pas arrivés. Ce n'est pas tellement qu'ils se sont trompés, ils se sont trompés. Mais disons, leur pratique est toujours en désaccord avec leur théorie. Leur pratique a toujours démenti leur théorie. A toujours trahi la thèse inverse. Donc, que veut dire cette thèse? C'est très simple. On a tous envie de penser, et on est tous passés par une sorte d'idée que ce qui distingue la maladie de la santé, c'est une variation quantitative, c'est-à-dire qu'on peut objectiver, qu'on peut traduire objectivement et quasi mathématiquement. Donc vous voyez, l'ambition scientifique derrière est présente, hein, parce que la science, c'est toujours la mathématisation, la mathématisabilité de quelque chose, hein, la calculabilité. Hein. On est tous passés par une certaine présentation mathématique de la différence entre le normal et le pathologique. Très simple, vous allez chercher le résultat d'une analyse de sang ou d'autre chose dans un laboratoire d'analyse biologique. Au-delà d'un certain seuil, le chiffre ne sera pas seulement grisé, il sera noirci, hein, vous serez au-dessus ou en dessous de la norme. Et évidemment, il y a là un verdict qui n'est pas seulement quantitatif, qui est qualitatif. C'est-à-dire, on dit, ah tiens, il y a 0,1 de plus, je suis donc malade. Et il y a une sorte d'écart énorme entre cette variation quantitative et l'effet subjectif de la chose. Et la thèse de Canguilhem, c'est de dire, mais la maladie est-elle seulement dans ce chiffre? Et la réponse est non. C'est qu'en réalité, la formulation quantitative, objective, calculable de la différence entre santé et maladie présuppose toujours quelque chose d'autre. Quelque chose qui est justement présent dans le vécu du malade. Le vécu du malade qui précède précisément le quantitatif. Évidemment, et c'est d'où cette violence dans l'expérience que je viens d'invoquer. C'est-à-dire, par exemple, vous ne vous sentez pas malade. Nous avons tous vécu ça, à un certain sens. On ne se sent pas forcément malade. On se sent plutôt bien parfois, peut-être même parfois. On regarde le résultat des analyses, bing, on nous dit « je suis malade ». Vous êtes malade. Et là, tout à coup, il y a une sorte de violence, parce que pour nous, être malade, c'est se sentir malade. Et ça n'est pas avoir 0,01% de plus de X dans le sang, les urines, ou que sais-je. Et finalement, tout le problème de Canguilhem se situe dans l'écart entre ces deux discours sur la maladie. Et qui a raison?
Est-ce que c'est le discours qui objective la maladie dans un chiffre, ou est-ce que c'est le discours qui situe la maladie dans l'expérience subjective du malade? Qui a raison? Bien, pour Canguilhem, c'est l'expérience subjective qui a raison, qui est l'origine de notre concept du pathologique, et l'origine même dans le discours scientifique. Ça ne veut pas dire que le discours scientifique est faux, est inutile, loin de là. Hein. Surtout, ne tombons pas dans une sorte de critique subjectiviste précisément de la science. Pas du tout. Mais la science a plutôt été conçue comme un instrument pour résoudre l'expérience subjective de la maladie, pour répondre à la cause objective des expériences du malade. C'est un détour objectivant qui a débordé son objet initial, en quelque sorte, mais qu'il faut ramener toujours à son origine, qui est subjective, c'est-à-dire aussi qualitative. Le contraire de la quantité, c'est la qualité, c'est-à-dire la différence entre le normal et le pathologique. Pour Canguilhem, elle n'est pas quantitative, mais elle est qualitative. Et in fine, elle est subjective. Et la thèse de Canguilhem, c'est précisément que la science s'est développée à partir d'expériences subjectives des êtres humains qui se sont sentis malades tout au long de leur vie, si j'ose dire, pas tout au long de l'histoire, simplement parce que c'est des êtres vivants, en plus conscients. Donc, ça redouble le problème, comme on a vu chez Rousseau la dernière fois. Hein. Double peine. Seulement je suis malade, mais je le sais, j'en souffre. Hein. Et évidemment, pour résoudre, on a inventé des techniques et des institutions. La technique est un organe particulier de cet être particulier qui est l'être humain pour résoudre le problème qui lui est posé par les maladies. Le problème de la technique, c'est qu'elle a débordé son objet. Elle n'a jamais quitté vraiment son objectif initial, selon Canguilhem. C'est-à-dire que le but de la médecine, c'est pas la science, c'est le soin, c'est la guérison. Mais il faut passer par la science. Il ne s'agit surtout pas de critiquer la science, mais de la remettre dans son origine. À tel point que, évidemment, la science a accompli une sorte d'autonomie par rapport à son origine. Et c'est ça qu'on voit dans le fait que la science peut savoir que je suis malade avant même que je le sente aujourd'hui. On peut aujourd'hui être malade sans le savoir. Mais ça ne veut pas dire que le savoir précède l'expérience. C'est-à-dire que pour qu'on puisse aujourd'hui être malade sans le savoir, il a quand même fallu que des êtres humains au début se sentent malades et déploient le savoir scientifique de la maladie. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, c'est le problème de la médecine prédictive, de la prédiction génétique également. Hein. On peut être malade même avant d'être né, c'est-à-dire qu'on peut même nous prévoir la maladie qu'on aura à la fin de notre vie. Voilà, très bientôt, on saura à la naissance les maladies qu'on aura 70 ans plus tard. Donc, le découpage génomique, etc. Donc, ce sera ambivalent. Non, mais ce sera affreux par certains côtés, génial par d'autres, parce qu'on pourra aussi l'éviter. Donc, c'est toujours l'ambivalence de la médecine et de la technique. Hein, ce sera bon. Mais la réaction que vous avez est tout à fait normale aussi, parce que normale au sens de Canguilhem, c'est-à-dire, au fond, nous, notre expérience de la maladie, ça n'est pas ce savoir objectif, c'est cette expérience subjective. En même temps, si ce savoir objectif peut nous éviter l'expérience subjective, bon, tant mieux aussi. Hein. Donc, ce sera peut-être pas plus mal, c'est le problème de la prédiction. Bon. Quand on reçoit la feuille d'analyse, d'un côté, on se dit, est-ce que c'est ça est-ce que moi, c'est ça? Mais d'un autre côté, on est bien content qu'il y ait ça, parce que ça peut aussi nous éviter pire. Donc, c'est l'ambivalence de la technique et de notre rapport à la technique. Hein. Tout à fait, l'ambivalence, c'est le terme le plus important ici. Donc, la thèse de Canguilhem est donc tout à fait radicale, c'est une thèse épistémologique. Les 3 premiers chapitres, qu'est-ce qu'il fait, ou les 4 premiers chapitres, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder chez les médecins et les scientifiques, les biologistes, ceux qui cherchent à faire la médecine, à appuyer la médecine sur une science, et il leur dit, est-ce que vous arrivez à vous passer d'un concept qualitatif de maladie? Et la réponse est non. C'est-à-dire que, par exemple, dans ses expériences sur les lapins ou les lièvres, Claude Bernard, qui a découvert la cause du diabète, à un moment donné, il fait toujours intervenir non pas seulement une variation quantitative, en disant il y a tant et tant de sucre dans ce foie, mais il fait intervenir
le concept de maladie, où il dit, au-delà de ce seuil, il y a un changement global, qualitatif, du comportement de l'animal, du comportement de l'animal dans son ensemble. Et donc, l'objection de Canguilhem, tout au long des 3 premiers chapitres, toute la première partie, est purement critique. Hein. C'est-à-dire, c'est de dire, dans tous ces discours qui cherchent à nous présenter la maladie comme purement quantitative, il y a toujours autre chose. Quoi exactement? C'est ce que va chercher la deuxième partie. Mais il y a toujours autre chose. Il faut noter un dernier point sur cette première partie, je n'ai pas le temps de l'étudier en détail, hein, mais il y aurait beaucoup à dire, hein, c'est un livre où chaque ligne est très importante. Il y a évidemment dans cette première partie, ça va être prolongé dans la deuxième, il y a déjà des aspects sociaux. Dans la deuxième partie, c'est très présent à travers la critique de la notion de moyenne. C'est un des aspects de la conception quantitative de la maladie. En fait, il y a toujours, dans toute définition quantitative de la maladie, il y a une analyse scientifique, et puis il y a une analyse statistique, qui rejoint aussi des dimensions sociales. Et l'homme normal, c'est l'homme moyen, c'est selon cette conception. C'est ce qui est défini non seulement par opposition à un défaut et un excès qui vont définir la pathologie, mais une moyenne qui va définir la santé. Donc les deux versants du concept quantitatif, c'est de dire la maladie, c'est défaut ou excès, et la santé, c'est la moyenne. Et la moyenne, elle est tout autant sociale que vitale. L'homme normal, c'est l'homme moyennement normal. Bon. Et il vaut mieux être dans la moyenne, parce que sinon on n'est pas normal. Bon. Et si on n'est pas normal, on est malade. Donc vous voyez aussi tout l'imaginaire social qu'il y a derrière cette conception, qui se veut purement scientifique, du normal et du pathologique. Dans la deuxième partie, donc je vais extrêmement vite, hein, parce que je veux arriver au psychique et au social, dans la deuxième partie, Canguilhem cherche à atteindre finalement l'autre concept, de manière positive et pas seulement critique, l'autre conception du normal et du pathologique qui est cachée derrière toutes les conceptions objectivantes et mathématisantes, quantitativistes de cette opposition, de cette distinction. Cette distinction qui est intuitivement qualitative, c'est-à-dire que ce que Canguilhem veut penser, c'est une expérience spontanée, c'est-à-dire pour nous, être malade ou ne pas être malade, c'est une différence en un certain sens absolu, pas forcément dramatiquement absolu, mais qui quand même est qualitative au sens où c'est pas seulement, ça va être la thèse de Canguilhem, pour nous, c'est pas seulement une partie objective de notre corps qui est variée, mais c'est tout notre rapport à la vie qui est changé. Être malade, c'est l'ensemble de notre rapport à la vie qui change, et jamais seulement une partie objective qu'on pourrait isoler. Et bien de fait, c'est la conception que va défendre Canguilhem. Conception qu'il va défendre, c'est l'idée selon laquelle le concept du normal et du pathologique, c'est le concept réel du pathologique, c'est un concept de changement qualitatif, jamais seulement d'un organe isolé, mais de l'ensemble d'un organisme dans son rapport au milieu. La maladie, c'est un changement du comportement d'un vivant dans son milieu. C'est une diminution peut-être, mais pas une diminution objective. C'est une diminution globale, une transformation globale du rapport d'un vivant à son monde. Il ne peut plus faire ceci ou cela, et c'est l'ensemble de ma vie qui en est transformé. De telle sorte que l'une des phrases les plus célèbres de Canguilhem, c'est de dire par exemple à propos d'une maladie du rein, ça n'est jamais le rein qui est malade, c'est l'homme qui est malade du rein. Le rein lui-même peut on peut l'examiner de telle et telle façon quantitative, mais le concept de maladie ne s'applique pas au rein. Il s'applique à la totalité subjective de l'organisme individuel dans son rapport au milieu. Et tous les points sont importants ici, je ne vais pas avoir le temps de les analyser. Une autre thèse très importante de Canguilhem, c'est que finalement, la maladie,
ça c'est un des points les plus, pas controversés, mais peut-être les moins intuitifs quand même de sa thèse. Canguilhem ne dira pas que la maladie est normale, hein, évidemment. La maladie, c'est, dans un certain sens, le contraire d'une certaine normalité. Mais ce qu'il va dire, c'est que dans la maladie, le vivant retrouve une autre norme de vie. Ce qui distingue le normal du pathologique, ce n'est pas le passage de la norme à autre chose que la norme, c'est le passage d'une norme à une autre. La norme n'étant pas un état objectif auquel on se rattache de l'extérieur, mais une activité subjective du vivant. Et c'est ici qu'intervient une des distinctions les plus subtiles du livre, hein, c'est la distinction entre normalité et normativité. La normalité et la normativité. La normalité, c'est une définition extérieure de la norme, en termes statistiques, quantitatifs. Et en ce sens, c'est pas moi qui décide si je suis normal, je suis normal si je rentre dans les clous de la normalité, objective ou sociale. La normativité, c'est autre chose. La normativité, c'est la capacité qu'a le vivant de régler son rapport au monde de l'intérieur et de lui-même, en quelque sorte. Une autonormativité, comme disent aujourd'hui certains disciples de Canguilhem. Et par exemple, Philippe Barrier, dans un petit livre sur le patient autonome, que vous avez peut-être vu passer, qui définit l'autonomie du malade comme une autonormativité. Et là, la thèse de Canguilhem, qui peut paraître surprenante, c'est que la maladie change notre normativité, nous oblige à nous adapter à une souffrance, par exemple, mais sollicite notre normativité d'une autre façon. Dans la maladie, nous continuons d'être des vivants qui inventons de nouvelles normes. Il y a une normativité même dans la maladie. Alors cette thèse est souvent mal comprise parce qu'on dit parfois aux malades, mais tu es un normal comme les autres. On passe d'un extrême à l'autre. Après avoir dit que le malade était un être anormal, il y a des gens aujourd'hui qui disent le malade est un être aussi normal que les autres. Et vous pouvez vivre comme tout le monde, etc. Ce qui est un discours qui a sa forme de violence, comme l'a montré Claire Marin. Or, ce qui est important, c'est que ce que nous montre Canguilhem, ce n'est pas de nous dire le malade est aussi normal comme le non-malade, mais il est normatif comme l'être sain. Et il invente sa vie avec les contraintes du moment, même si cette vie est en quelque sorte objectivement diminuée par la maladie. Et donc, ce que Canguilhem découvre, c'est cette puissance normative du vivant, interne au vivant, qui varie qualitativement selon la pathologie, mais qui ne disparaît jamais, et qui s'oppose à la normalité statistique, produite par la science et par la société, que la science et la société, en quelque sorte, doivent produire. Ça ne pose pas de problème, en un certain sens. Mais il ne faut jamais oublier que le savoir de la normalité, vient de l'expérience de la normativité. Le savoir de la normalité comme objet de savoir et de règles sociales, la normalité vient de la normativité. C'est parce qu'il y a des hommes qui se sentent malades qu'il y a un savoir médical, et non pas l'inverse. Et Canguilhem résume ça dans une formule très simple. Il dit, il ne faut jamais oublier que c'est le malade qui appelle le médecin. C'est le malade qui appelle le médecin. Ça veut dire, le médecin peut avoir oublié d'où il vient, il est devenu un docteur, un savant, mais il faut lui rappeler qu'il n'y a de médecin que parce qu'il y a eu des malades. Et qu'est-ce que c'est qu'un malade? C'est un être qui se sent mal. Un être qui se sent mal, c'est un être qui sent un changement dans son rapport global au monde et qui demande au médecin de lui en expliquer la cause. Et le savoir médical répond à une demande subjective qui n'est pas une demande de pure conscience. Ici, Canguilhem n'est pas du tout sartrien. C'est une très très grande objection à l'égard des philosophies de la conscience de ses condisciples, Sartre et Merleau-Ponty. C'est pour ça qu'il sera d'accord avec Foucault pour critiquer la conscience, mais c'est le corps lui-même, c'est notre expérience corporelle, organique, qui définit notre rapport vital au monde.
en termes de... Voilà. Donc, Canguilhem refuse deux choses, finalement. Il refuse l'objectivation scientifique de la maladie. Hein. Il y a un primat de la subjectivité, et même que la médecine est subjective, la technique est subjective. Mais il va refuser aussi une réduction de la subjectivité à la conscience. Subjectivité ne veut pas forcément dire conscience. Conscience pure, incorporelle. La subjectivité ne condamne pas au dualisme métaphysique. Vous n'êtes pas forcé de dire, à côté du corps, il y a l'âme. C'est le corps lui-même qui est subjectif. C'est le corps vivant, c'est la vie, au fond, qui est normative. Et donc, la philosophie de la médecine de Canguilhem est ultimement une philosophie de la vie. Il définit d'ailleurs la vie comme activité normative. La vie est activité normative. Et il dit même, la vie est une activité normative orientée par la lutte contre tout ce qui est de valeur négative. La vie est une activité normative orientée par le refus de ce qui est négatif, c'est-à-dire la maladie et la mort. C'est le concept de la vie chez Canguilhem. Dans les plus grandes pages de ce livre extraordinaire. Je vais vous citer cette définition extraordinaire, hein, c'est un plus grand texte, je dirais même du XXe siècle. Hein. La vie pour le médecin, dit Canguilhem. Et donc le médecin est bien le premier interlocuteur de l'homme dans sa vie. Hein. La vie pour le médecin, ce n'est pas un objet. La vie pour le médecin, ce n'est pas un objet. C'est une activité polarisée. Une activité polarisée dont la médecine prolonge. C'est une définition un peu longue, mais je pense qu'elle vaut le coup quand même. C'est une activité polarisée dont la médecine prolonge en lui apportant la lumière relative mais indispensable de la science humaine. C'est une activité polarisée dont la médecine prolonge en lui apportant la lumière relative mais indispensable de la science humaine, l'effort spontané de défense et de lutte contre tout ce qui est de valeur négative. L'effort spontané de défense et de lutte contre tout ce qui est de valeur négative. Le vivant lutte toujours et partout contre le négatif. Dans la santé, il lutte contre la maladie. Dans la maladie, il lutte contre l'aggravation et la mort, etc. Il trouve toujours une source de normativité active. Donc vous voyez, ni objectivation, ni psychologisation, ni au sens de la conscience. Je peux relire, si vous voulez, hein, la vie pour le médecin, mais ça veut dire, pour Canguilhem, ce n'est pas une restriction, hein, au contraire, ce que le médecin apprend au philosophe. La vie pour le médecin, ça ne veut pas dire que c'est la vie seulement pour le médecin, c'est justement la vie, grâce au médecin, on comprend ce que c'est. La vie pour le médecin, ce n'est pas un objet, c'est une activité polarisée dont la médecine prolonge en lui apportant la lumière relative mais indispensable de la science humaine, l'effort spontané de défense et de lutte contre tout ce qui est de valeur négative. Une définition extraordinaire de la vie, on n'a pas le temps de la commenter absolument en détail, mais c'est extrêmement important. Et donc, voilà le cœur de la thèse de Canguilhem. Je dis encore un mot sur cette deuxième partie pour montrer comment, comment Canguilhem répond à son titre. Je vous ai cité le titre de la deuxième partie. Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique ? Eh bien, là, il y a le détour de la science. Il ne s'agit pas de critiquer la science. La lumière relative mais indispensable de la science humaine, la citation. Mais y a-t-il pour autant des sciences du normal et du pathologique ? Eh bien, la réponse est non. Il y a des sciences qui servent à répondre à l'expérience de la maladie, mais l'expérience de la maladie elle-même n'est pas un objet de science. De quoi fait-elle l'objet ? Et comment Canguilhem va-t-il définir la médecine ? Pour définir la médecine, Canguilhem retrouve un très vieux terme, un terme auquel il redonne son sens le plus ancien. Pour Canguilhem, la médecine n'est pas une science, mais un art. Un art, c'est-à-dire une technique, au sens de l'artisanat, une technique qui traite de l'individuel. Très précisément, dans l'introduction, Canguilhem définit la médecine. La médecine est un art au carrefour de toutes les sciences. Je cherche la définition exacte, mais
la médecine nous apparaissait et nous apparaît encore comme une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt que comme une science proprement dite. Donc je vous relis cette phrase-là aussi extraordinaire. La médecine nous apparaissait et nous apparaît encore, bon, c'est l'introduction, donc c'est rétrospective. La médecine nous apparaissait et nous apparaît encore comme une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt que comme une science proprement dite. Donc, ça n'est pas une science, mais c'est plus qu'une science. Ça n'est pas moins qu'une science, c'est plus qu'une science. C'est une technique qui utilise la science, mais d'une manière jamais entièrement formalisable et objectivable, jamais réductible à une science, parce qu'elle doit l'appliquer au cas individuel, toujours différent, subjectif, vécu subjectivement de l'expérience du malade. Vous voyez, définition très précise, carrefour de plusieurs sciences, plutôt qu'une science proprement dite. Donc, et dans les dernières pages du livre, quand Guilhem va être extrêmement clair, y a-t-il des sciences du normal et du pathologique? Non. Peut-on répondre au normal et au pathologique sans la science? Non. Donc, l'erreur, c'est de croire qu'on peut réduire l'expérience de la maladie à un objet de science. Ça n'est pas un objet de science, mais ça ne veut certainement pas dire qu'on peut faire de la médecine sans passer par la science. La science, comme l'institution sociale, c'est pour ça que je disais que l'instrument technique et l'institution sociale vont être des médiations inventées par les humains pour se soigner les uns les autres. Hein. Eh bien, ce sont des détours dans l'expérience subjective de la maladie, étant entendu, ce qui est un point d'ailleurs que Canguilhem ne développe pas peut-être suffisamment, que quand un homme est malade, un autre homme veut le soigner. La question que ne pose pas quand même réellement Canguilhem, c'est une question qu'on doit lui poser, en un certain sens, hein, d'une philosophie du soin, c'est de dire, au fond, il étudie surtout la demande subjective du malade. Pourquoi est-ce qu'il y a un médecin qui vient le soigner? C'est un des présupposés, mais ce n'est pas son objet premier. Son objet premier, c'est de dire, le risque de la médecine, c'est d'oublier son origine subjective parce qu'elle a connu ce développement objectif. Le développement objectif de la médecine risque de faire oublier son origine subjective. Son origine et sa destination subjective. On risque de nous faire oublier son origine et sa fin. Et c'est donc par le développement même des moyens qu'on risque d'oublier la fin. Et pourtant, voilà, pour atteindre cette fin, il faut bien passer par ces moyens. Donc il y a une sorte d'organe obstacle, comme disait Jean Kelevitch en reprenant Bergson, l'organe devient un obstacle, l'outil devient un obstacle, quand au bout d'un certain moment, l'organe devient un obstacle. Ça fait partie de la loi du savoir humain, ou de l'expérience humaine, notamment dans le domaine de la médecine. Donc voilà la grande thèse de Canguilhem. Elle a des conséquences énormes, hein, vous le voyez, elle a des conséquences. Vous voyez, il y a des conséquences évidemment en philosophie de la médecine, il y a des conséquences aujourd'hui très importantes en éthique médicale, il y a des conséquences, mais on les voit aussi, mais on les voit moins, il y a des conséquences dans la philosophie de la connaissance. C'est-à-dire que pour Canguilhem, la connaissance ne vaut pas en tant que telle, elle vaut quand elle est au service de la vie. Et en même temps, il ne fait pas partie de gens qui veulent relativiser la connaissance. Donc il a une position épistémologique très, très originale, hein. Là aussi entre deux erreurs. C'est-à-dire il y a l'erreur de ceux qui font de la science la destination première. Ce n'est pas la science la destination première, c'est le vivant. Le savant ne doit jamais oublier qu'il est un vivant. Mais en même temps, si on va trop loin et qu'on dit l'origine vitale de la science oblige à la relativiser, la science n'est qu'un instrument au service de la vie, c'est la position de Nietzsche par exemple, et du premier Bergson aussi, de quelques autres. Par exemple, Nietzsche est celui qui est allé le plus loin dans cette idée que la science est issue d'une volonté du vivant et que ça conduit à la relativiser entièrement. Il faut ramener la science à une volonté de puissance. Ça conduit à relativiser complètement la question même de la vérité. La vérité est totalement... Ce n'est pas le cas de Canguilhem, même si Canguilhem avait beaucoup lu Nietzsche. Il disait, dans une phrase assez drôle, à une époque où le Parti communiste était très présent en France, hein, il disait « Je suis un Nietzschéen sans carte », c'est-à-dire non inscrit.
pas partie du parti, mais quand même assez proche. Sans carte, ça veut aussi dire sans cette conséquence dogmatique, qui consiste à dire critiquer la vérité au nom de la vie. Ce n'est pas le but de Canguilhem, mais certainement pas non plus l'inverse. Donc c'est une position très forte entre les gens qui font de la vérité un absolu au détriment de la vie et ceux qui font de la vérité une illusion à cause de la vie. Et entre les deux, il fait de la vérité un détour, mais autonome en quelque sorte. Le savant a quand même atteint la vérité sur la maladie, par exemple. La preuve, c'est que ça marche. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'homme a inventé l'antibiotique pas seulement parce que c'est un savant, mais pour guérir des choses. C'est pas parce que ça a été inventé pour guérir que c'est pas vrai. La preuve, c'est que ça marche. Donc, on ne peut pas, dans cette antinomie classique entre la vérité et la vie, il faut garder les deux. Il ne faut pas abandonner l'un au nom de l'autre. C'est une position très forte de Canguilhem à travers la philosophie de la médecine. Vous voyez dans cette définition les lumières relatives mais indispensables de la science humaine. La science est humaine, c'est quand même une science. Donc voilà la thèse générale. Alors maintenant, très rapidement, je vais devoir quand même m'arrêter, comme j'avais dit, en tout cas dans une dizaine de minutes maximum. Les deux extensions. Je vais devoir juste les résumer, et c'est un peu dommage, mais bon. Peut-être on pourra repartir de là la semaine prochaine, comment ça se présente. D'abord, l'extension psychique. En réalité, comme je le disais, ce n'est pas seulement une extension. Dans le premier chapitre de la deuxième partie, qui s'appelle Introduction au problème, dans le premier chapitre de la deuxième partie, c'est-à-dire au début de sa recherche sur le concept positif, qualitatif de la maladie, Canguilhem montre que ce concept subjectif de la maladie a été compris par certains psychiatres. Certains psychiatres ont compris que la maladie était une expérience irréductible à une variation de la norme. Mais pas tous les psychiatres. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas un privilège du psychologique en soi. Au contraire, en un certain sens, la psychiatrie court le même risque que tous les autres domaines de la médecine. C'est-à-dire court le risque d'objectiver la maladie mentale tout autant que les autres. C'est un risque et c'est aussi une force, là aussi. Aujourd'hui, encore, un débat très, très important, si vous voulez. Est-ce qu'on doit traiter la maladie mentale par la chimie ou par autre chose? Finalement, ce conflit de l'objectif et du subjectif, dans la conception de la maladie, il trouve son point d'intensité maximale dans la psychiatrie, évidemment, dans la conception de la maladie mentale. Est-ce qu'elle est subjective ou objective? Là, au fond, elle n'est pas différente des autres. Elle part d'une expérience subjective et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas du tout de fondement objectif ou qu'elle n'a pas du tout de support organique tel que la connaissance objective des mécanismes ne sait rien faire. Pourquoi est-ce que certains médicaments marchent sur le cerveau, à travers le cerveau, sur le fonctionnement mental? Ce n'est pas plus mystérieux qu'autre chose, en un certain sens. Mais c'est un point intense, particulièrement intense, pour deux raisons. Parce que d'abord, on ressent à la fois une plus grande violence subjective de la maladie, des organisations de la subjectivité, et d'un autre côté, on ressent aussi une plus grande violence dans l'objectivation de la maladie, c'est-à-dire dire aux malades, réduire la maladie mentale à un dérèglement objectif, c'est à la fois rassurant et angoissant. C'est les deux à la fois, encore plus qu'ailleurs. Ça vaut aussi pour toutes les pathologies du psychique. Dans les récits sur la maladie d'Alzheimer, c'est très clair. Par exemple, je pense à un récit, très beau récit sur la maladie d'Alzheimer, quand la patiente, il y a l'annonce de la maladie, c'est à la fois rassurant, parce qu'on lui dit que c'est objectif, et en même temps, c'est angoissant, parce que c'est angoissant de voir la subjectivité objectivée. Ça veut dire, voilà,
en raison de ce trouble objectif, vous allez avoir un trouble subjectif. Donc, c'est à la fois très rassurant, j'y suis pour rien, c'est le cerveau, c'est comme ça, mais en même temps, évidemment, c'est là que ça atteint un point d'intensité maximal. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit exactement dans le texte de Canguilhem. Il s'agit plutôt de ces psychiatres des années 30, dont il cite avant tout un élève, quelqu'un qui avait articulé à la fois Bergson, Freud et la phénoménologie dans son travail, c'est-à-dire un psychiatre français qui s'appelait Eugène Minkowski. Et il cite plusieurs personnes, non seulement Minkowski, mais quelques autres. Daniel Lagache en particulier, qui est un de ses condisciples avec Sartre à l'école normale. Il cite Blondel, Lagache et Minkowski. Lagache, c'est le psychanalyste et psychiatre de la génération de Sartre, Merleau-Ponty et Canguilhem. Ils étaient tous dans la même promotion de l'école normale d'ailleurs. Et Sartre a beaucoup appris de Lagache. Bon. Eh bien, ces psychiatres sont des psychiatres qui ont compris que, au fond, alors je vais le résumer à partir d'une formule de Minkowski, que cite quasiment dans ces termes Canguilhem, où on va comprendre que ce que Canguilhem lui a pris. C'est-à-dire que Minkowski disait, c'était un de ses mots d'ordre, il disait la psychopathologie, c'est une formule qui peut paraître verbale, mais qui n'est pas verbale, qui est extrêmement importante. La psychopathologie, ça n'est pas, alors je vais essayer de ne pas me tromper, la psychologie, ça n'est pas la pathologie du psychologique, mais c'est la psychologie du pathologique. Alors, je ne me suis pas trompé, donc je vous le redis, mais pas se tromper, la psychopathologie, ça n'est pas la pathologie du psychologique, mais c'est la psychologie du pathologique. Quelle est la différence? Dans la première formule, vous posez un psychologique normal. Et vous dites, à partir de ce normal, le fou, en quelque sorte, est une variation négative, et là aussi très souvent quantitative. C'est donc une déviation par rapport à une norme qu'on pose a priori. Et on doit comprendre la déviation uniquement par rapport à la norme. De telle sorte, d'ailleurs, Minkowski, dans un passage que Clément Paul dit, ça veut dire que si tous les hommes étaient fous, c'est la folie qui serait normale, puisque c'est juste la norme statistique. C'est assez drôle, parce que si la norme était purement statistique, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun concept propre de la normalité. On voit bien qu'on résiste à ça. Et donc je reprends cette formule, la psychopathologie n'est pas la pathologie du psychologique, mais la psychologie du pathologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pathologique n'est pas juste le contraire du normal, il a une consistance propre. Il doit être compris comme une allure de vie, comme disait Canguilhem, spécifique, dont il faut faire la psychologie spécifique, la psychologie du pathologique. Et le psychiatre, c'est quelqu'un qui doit comprendre la totalité de l'allure vitale et mentale de son malade, la psychologie de ce malade-là, psychologie du pathologique, et non pas la pathologie du psychologique en général. Donc la psychopathologie n'est pas la pathologie du psychologique, mais la psychologie du pathologique. Ce qui, encore une fois, change tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça change tout parce que voilà, ça n'est pas en faisant une sorte de typologie des pathologies, des maladies mentales, mais c'est plutôt en faisant la psychologie de chaque maladie mentale, en la comprenant avec son sens, avec cette signification subjective, et on peut le faire, d'après Minkowski, comme il s'appuie sur toutes les démarches de l'époque, le début de la psychanalyse, une phénoménologie existentielle, etc. Sartre dira exactement la même chose, d'ailleurs, dans la psychanalyse existentielle de l'être et le néant, c'est exactement la même thèse, au fond. Et même, ils vont tous les deux plus loin, Sartre et Minkowski, d'ailleurs, en un sens, et Canguilhem aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est aussi présent dans le texte de Minkowski, je voulais commenter aujourd'hui, peut-être que je repartirai de là la prochaine fois, parce que je vais vraiment devoir m'arrêter. Je suis en train d'aller plus loin que la contrainte que je vous avais indiquée tout à l'heure. La thèse de Minkowski, rejoignant ici Sartre et Canguilhem, c'est qu'en réalité, c'est la maladie qui nous apprend ce que devrait être la psychologie, y compris de l'homme normal.
La maladie nous force à considérer chaque être humain comme singulier, en réalité, quand on est vraiment de ce côté-là de la psychopathologie. Et en réalité, on devrait considérer chaque être, même non malade, de cette façon. Et donc, bien loin qu'il faille concevoir la pathologie à partir de la normalité statistique, il faudrait au contraire concevoir l'homme normal comme on conçoit l'homme malade, c'est-à-dire comme un individu avec sa vie à lui singulière, qui a son sens irréductible aux autres. Il faut inverser le truc, il faut inverser le lien entre les deux aspects. La maladie n'est pas la déviation statistique d'une norme elle-même statistique, c'est plutôt l'homme normal qu'il faut comprendre de manière individuelle et globale, comme on cherche à comprendre le malade. Et nous oublions dans la normalité que nous sommes des individus parce que ça va. Finalement, c'est la maladie, c'est la pathologie qui nous rappelle que nous sommes des êtres vivants individuels, que nous avons construit des styles de vie, des allures de vie, comme dit Canguilhem. Il y a cette expression allure de vie, style de vie. Et que c'est dans cette construction individuelle que réside la santé, et pas du tout dans un état statistique. Mais, donc vous voyez, le renversement, c'est que c'est l'expérience de la maladie qui nous apprend ce qu'est la santé et non pas l'inverse. C'est l'expérience de la maladie qui nous apprend ce que c'est qu'être normal. Être normal, c'est être normatif. Mais nous l'oublions dans la vie normale parce que précisément, on n'a pas besoin de le savoir. C'est très bien comme ça. Parce que, comme dit le chirurgien que Guillaume cite très souvent, mais auquel il reproche de ne pas être allé assez loin, donc la santé, c'est le silence des organes, c'est le silence de la vie. C'est dans la maladie que la vie se rappelle à nous. Donc, mais ça ne veut pas dire que dans le silence, la vie n'était pas ce qu'elle est révélée à travers le bruit. La maladie nous révèle la vérité de la vie et non pas simplement une pathologie de la vie. Même si elle nous la révèle dans la souffrance, dans la douleur. Donc, et donc, ce qui est intéressant, c'est que la psychiatrie, sous la forme des psychopathologies, des psychologies, certaines psychologies de cette période du XXe siècle, des années 20 et 30, en Europe, en fait, avait déjà compris, encore une fois, pas toute la psychiatrie. C'est pas automatiquement parce qu'on est psychologue qu'on est dans cette conception-là. Ce serait trop simple. Au contraire, le psychique est aussi objectivable. Encore une fois. C'est ça, c'est même un très grand risque. Donc, mais quand même, il y a certains psychologues qui avaient compris avant les autres médecins cette spécificité subjective de la maladie. Et donc, comme Guilhem le rappelle, l'un des objectifs de son livre, c'est de généraliser ce concept du pathologique comme totalité subjective à l'ensemble des maladies, à l'ensemble de la vie, et même à la santé, donc, comme je viens de dire. Donc, cette généralisation a une puissance extrême, fait que ça nous ramène à une thèse sur les principes premiers de l'existence, sur ce qui fait de nous des sujets, des individus, des êtres vivants. Alors, si j'entre dans la troisième extension, je ne vais pas raccourcir le cours prévu, donc je vais garder ça pour la semaine prochaine. Je suis désolé, j'avais annoncé que je devais partir à 7h, 7h15, il est déjà presque 7h30. Donc, je vous propose de couper un peu cette séance, enfin de garder un tiers de la chose pour la prochaine fois, pardon de ça. Et donc, c'est la semaine prochaine qu'on verra l'extension sociale de cette théorie physique et psychique de la maladie. Et si vous avez des questions aussi, on les garde, si ça ne vous dérange pas, pour la prochaine fois. Donc, pardon de cette contrainte. Et, merci.